Vous allez entendre l'histoire de l'un des plus fous de tous les génies, Isaac Newton, l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. La vie de ce penseur tourmenté, père de la science moderne, est aussi géniale que déstabilisante. Pendant près de 2 siècles, ses parts d'ombre ont été dissimulées au regard du monde. Vous allez voir que, derrière le mythe d'un pur esprit prolifique, d'une puissance effarante, se cache un être atypique, capable des plus parfaites bizarreries. Pendant des décennies, en secret, il a rempli des manuscrits de textes discutant de la date de l'Apocalypse, traitant d'alchimie ou de la quête de la pierre philosophale, tout en concoctant dans ses laboratoires des recettes qui feraient passer des mixtures de sorcières pour de l'insipide bouillon. Commençons par le début. Isaac Newton est né prématurément dans une famille de fermiers durant l'hiver 1643, dans un petit village du Lincolnshire, en Angleterre, précisément dans cette maison qui, étonnamment, existe encore aujourd'hui. On raconte qu'il était si petit qu'on aurait pu le glisser dans une boîte à chaussures. Et pourtant, il survécut. Enfant solitaire et introverti, ses bulletins scolaires le décrivent comme passif et inattentif. Mais le jeune Newton avait déjà un esprit tranchant et acéré. À 12 ans, il fait déjà preuve d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure. Il se passionne pour les mécanismes, trafique des horloges, fabrique des cadrans solaires et invente un mini-moulin à vent qui moude du blé grâce au travail fourni par une souris, qu'il appelle Montmenier. Pour s'éclairer sur le chemin de l'école au petit matin, il se confectionne même une lanterne en papier fin. Clairement, jouer aux billes n'était pas son truc. De par sa condition de naissance, Newton était prédestiné à finir par travailler la terre. Cependant, plusieurs personnes de son entourage, entrevoissant le génie qui sommeille en lui, et insistent auprès de sa mère pour qu'il continue ses études. À 18 ans, il intègre le célèbre Trinity College de l'Université de Cambridge, où il se retrouve confronté aux œuvres des plus grands penseurs de son époque. En autodidacte, il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. En 1664, alors âgé de 21 ans, Newton se passionne pour les mathématiques, qui lui ouvrent de nouveaux horizons insoupçonnés. En un peu plus d'1 an, il assimile pratiquement tous les fondements de la discipline. Il écrit « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité ». 2 ans plus tard, frustré par les limitations des mathématiques de son temps, il invente le calcul infinitésimal, une méthode entièrement nouvelle qui permet de décrire des changements. Cette découverte deviendra plus tard essentielle à tous les domaines des sciences physiques et de l'ingénierie, donnant naissance à une branche à part entière des mathématiques. Il n'a que 23 ans et est encore étudiant. Durant l'été 1665, la peste bubonique frappe l'Angleterre, faisant 75 000 morts dans la seule ville de Londres. L'université de Cambridge ferme alors ses portes et Newton est contraint de se retirer en province. Il y passera 18 mois isolé, 18 mois à l'écart du monde, au cours desquels il s'attaque seul à pratiquement tous les grands domaines de son époque. Isolé dans sa chambre, parfois totalement plongé dans l'obscurité, il réalise des expériences en mécanique, en physique, et développe ses théories sur les propriétés de la lumière et des couleurs. Il noircit des centaines de pages blanches de commentaires, de formules, de réflexions philosophiques ou de démonstrations physiques sur des mystères ou la nature. Commençons par le début. Isaac Newton est né prématurément dans une famille de fermiers durant l'hiver 1643, dans un petit village du Lincolnshire, en Angleterre, précisément dans cette maison qui, étonnamment, existe encore aujourd'hui. On raconte qu'il était si petit qu'on aurait pu le glisser dans une boîte à chaussures. Et pourtant, il survécut. Enfant solitaire et introverti, ses bulletins scolaires le décrivent comme passif et inattentif. Mais le jeune Newton avait déjà un esprit tranchant et acéré. À 12 ans, il fait déjà preuve d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure. Il se passionne pour les mécanismes, trafique des horloges, fabrique des cadrans solaires et invente un mini-moulin à vent qui moude du blé grâce au travail fourni par une souris, qu'il appelle Montmenier. Pour s'éclairer sur le chemin de l'école au petit matin, il se confectionne même une lanterne en papier fin. Clairement, jouer aux billes n'était pas son truc. De par sa condition de naissance, Newton était prédestiné à finir par travailler la terre. Cependant, plusieurs personnes de son entourage entrevoient le génie qui sommeille en lui et insistent auprès de sa mère pour qu'il continue ses études.
À 18 ans, il intègre le célèbre Trinity College de l'Université de Cambridge, où il se retrouve confronté aux œuvres des plus grands penseurs de son époque. En autodidacte, il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. En 1664, alors âgé de 21 ans, Newton se passionne pour les mathématiques, qui lui ouvrent de nouveaux horizons insoupçonnés. En un peu plus d'un an, il assimile pratiquement tous les fondements de la discipline. Il écrit « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité ». 2 ans plus tard, frustré par les limitations des mathématiques de son temps, il invente le calcul infinitésimal, une méthode entièrement nouvelle qui permet de décrire des changements. Cette découverte deviendra plus tard essentielle à tous les domaines des sciences physiques et de l'ingénierie, donnant naissance à une branche à part entière des mathématiques. Il n'a que 23 ans et est encore étudiant. Durant cette période, souvent seul, replié sur lui-même, avec pour seule compagnie celle de son esprit aiguisé qui ne lui laisse aucun répit, Newton devient un véritable bourreau de travail. Sa soif de connaissances débordante le nourrit au point qu'il en vienne à s'oublier lui-même, à ne plus savoir quel jour on est ou s'il a déjà mangé. Dans ses écrits, il confie pouvoir rester assis des heures au bord de son lit, paralysé par l'afflux soudain de réflexions tumultueuses. Sa grand-mère s'inquiète qu'il ne sorte jamais prendre l'air, sauf la nuit, pour scruter la Lune pendant des heures avec un prototype de télescope de son cru, jusqu'à tomber de fatigue. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Newton, c'est de ne pas mettre du cœur à l'ouvrage. Dans ses expériences, pour tenter de comprendre comment l'œil perçoit la lumière et tester une de ses théories sur la perception des couleurs, il va jusqu'à s'enfoncer une aiguille à coudre sous le globe oculaire. Il décrit ensuite avec beaucoup de détails les visions de cercles colorés que cela provoque. Miraculeusement, il ne souffre d'aucune séquelle de s'être ainsi trituré l'œil. À la même période, Newton décide de fixer le Soleil aussi longtemps qu'il peut le supporter, afin d'étudier les effets que cela produit sur sa vision. Spoiler, c'est une très mauvaise idée. Il manque de peu de devenir aveugle et doit passer 3 jours dans une pièce obscure avant que ses yeux ne récupèrent. Ça pose là, le bonhomme. De retour à Cambridge, devenu professeur, Newton donne des cours magistraux qui sont souvent désertés par les étudiants qui le trouvent passablement ennuyeux. Cela ne semble pas le perturber plus que ça. Quand personne ne se présente, il retourne simplement travailler dans son laboratoire à triturer ses prismes et ses lentilles. Newton est définitivement un personnage singulier, doté d'une personnalité tourmentée, brillant au-delà de toute mesure, obstiné et solitaire. Ses relations avec les autres sont souvent tendues et problématiques. Newton passe pour distant et hautain auprès de ses collègues, se montrant souvent morose, parfois irritable à l'extrême et méfiant jusqu'à la paranoïa. Cela explique peut-être pourquoi on ne lui connaît aucune amitié durable et pourquoi sa vie amoureuse est la définition même du néant. Assurément indifférent au plaisir de la chair, il resta probablement célibataire toute sa vie. En tout cas, on ne lui connaît aucune aventure, tout juste quelques intenses correspondances épistolaires avec un mathématicien suisse. En 1671, après des milliers d'heures passées à étudier la réfraction et la dispersion de la lumière, Newton invente un télescope à réflexion par miroir concave, dépourvu d'aberrations chromatiques, qui surpasse de très loin tout ce que l'on sait faire à l'époque. En 1672, à l'âge de 29 ans, il entre à la Royal Society et, dans la foulée, divulgue une partie de ses recherches révolutionnaires, prouvant que la lumière blanche peut être décomposée et qu'elle est en réalité constituée d'un spectre de plusieurs couleurs, un arc-en-ciel en attente de se révéler, qui peut ensuite à son tour être recombiné pour donner naissance à de la lumière blanche. 12 ans plus tard, en 1684, l'astronome Edmond Halley, le découvreur de la célèbre comète qui prendra plus tard son nom, sollicite l'aide de Newton pour tenter de résoudre une énigme qui obsède bon nombre de scientifiques de l'époque. Pourquoi les planètes suivent-elles sur leur orbite des trajectoires elliptiques? Isaac lui répond en substance que c'est pour lui une évidence. Il en a déjà prouvé par le calcul la raison. Halley est stupéfait et lui demande de voir ses résultats. Newton, incapable de remettre la main sur ses écrits, dit qu'il ne sait pas où ils sont. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'équivalent d'un « oui, j'ai trouvé un remède qui permet de venir à bout de la peste, mais je me souviens plus trop où j'ai rangé le papier ». Newton accepte donc de refaire les calculs, et devant le nombre vertigineux de questions qu'ouvre ce nouveau champ de recherche,
Il se plonge pendant 2 ans dans une intense réflexion pour finalement revenir avec un pur chef-d'œuvre. Les Principia Mathematica, ou principes mathématiques de la philosophie naturelle, une sorte de boss final de la physique. C'est l'équivalent d'un mic drop adressé à l'univers. Au cœur des Principia se trouvent les célèbres 3 lois du mouvement, qui posent les bases de la mécanique classique. La première montre qu'un objet reste immobile ou en mouvement jusqu'à ce qu'une force extérieure agisse sur lui. La deuxième loi nous dit qu'une force est toujours égale à la masse multipliée par l'accélération. Enfin, la troisième loi démontre que pour chaque action, il y a une réaction égale, dans la même direction, mais de sens contraire. En énonçant ces 3 lois, Newton devient instantanément le père de la mécanique moderne et pose les fondements de la dynamique. Mais les Principia ne se limitent pas à expliquer la chute des pommes. C'est un pavé dans la mare, car, en quelques centaines de pages, Newton explique comment les objets bougent et interagissent, non seulement sur Terre, mais aussi partout dans l'univers. La théorie de l'attraction universelle que Newton y développe décortique la force de gravité, responsable du mouvement de tous les objets, qu'il s'agisse de pavés, d'astéroïdes ou de planètes. Pour la première fois, un esprit humain a produit une réflexion si pénétrante qu'elle permet d'expliquer et de lier chaque mouvement dans l'univers. Avec ses lois de l'attraction universelle, Newton a pratiquement tué le game. Il explose les barrières de la pensée de son temps et ne distingue plus, comme c'était courant à l'époque, entre un monde sublunaire et un monde supralunaire. Il traite l'univers comme un ensemble unique, gouverné par une seule loi pour tous. Il est le premier à montrer que chaque objet dans l'univers exerce une attraction sur tous les autres, et que la force gravitationnelle entre 2 objets est proportionnelle au produit de leur masse, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Bien que la publication des 3 ouvrages composant les Principia fasse l'effet d'une bombe dont la déflagration se répand bientôt dans toute l'Europe, il reste, au dire de certains, parmi les livres les plus inaccessibles jamais écrits. Il faut dire que Newton a, semble-t-il, pris un malin plaisir à rendre difficile d'accès ces textes, truffés d'équations austères, afin de ne pas être, selon ses propres termes, importuné par de médiocres mathématiciens. Cependant, il est aussi possible que cette crise ait été liée à la rupture soudaine de sa relation avec Nicolas Fatio de Dhuillier, un astronome suisse avec qui Newton entretenait une correspondance intense. Fatio était peut-être le seul véritable ami de Newton, et leur rupture a eu un impact émotionnel profond sur le scientifique. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a provoqué cet épisode de folie temporaire, mais il est clair que Newton, souvent dépeint comme un esprit purement rationnel, était en réalité un homme complexe, tiraillé entre ses découvertes scientifiques et ses croyances mystiques. Ainsi, l'étude de l'alchimie et des textes religieux n'était pas une simple lubie ou une activité secondaire pour Newton. Elle représentait une part importante de sa vie et de son œuvre. Ses recherches dans ces domaines, bien qu'oubliées ou occultées pendant des siècles, révèlent un aspect méconnu du génie, celui d'un homme cherchant à comprendre non seulement les lois de l'univers, mais aussi les mystères cachés de la nature et du divin. Newton a effectivement mené une vie marquée par la quête des secrets de l'univers, que ce soit à travers ses études de la gravité, de la lumière ou de l'alchimie. Son intérêt pour l'alchimie, bien qu'étonnant aujourd'hui, était dans une certaine mesure cohérent avec les pratiques intellectuelles de son époque, où la frontière entre science et mysticisme était encore floue. Si l'anecdote de l'incendie causé par son chien, qui aurait détruit une partie de ses travaux alchimiques, est souvent racontée, on ne sait pas si elle est entièrement vraie, mais elle illustre bien à quel point une grande partie de ses recherches ésotériques pourrait avoir été perdue. La découverte de cette malle contenant des manuscrits inédits de Newton a révélé une facette de lui que ses contemporains et ses héritiers ont cherché à garder secrète. L'implication de Newton dans l'arianisme, une hérésie chrétienne niant la Trinité, ainsi que son obsession pour les prophéties bibliques, étaient des aspects qui auraient pu le mettre en conflit avec l'Église et l'ordre religieux de son époque. Newton croyait que les textes bibliques, tels qu'ils étaient compris à son époque, avaient été corrompus, et que lui, un des élus de Dieu, devait révéler leur véritable signification. C'est en partie pour cette raison qu'il a étudié l'hébreu et s'est penché sur des textes anciens dans l'espoir de percer leurs secrets. De plus, son appartenance aux Rosicruciens, un ordre mystique et secret, montre à quel point Newton s'était entouré de personnes influentes partageant des intérêts occultes.
Bien qu'il ait avoué ne pas croire aux pratiques les plus fantastiques de ce groupe, telles que la communication avec les anges ou l'invisibilité, il fréquentait ces cercles pour les connexions sociales et politiques qu'ils lui offraient. Ses recherches en alchimie, une pratique alors illégale en Angleterre, auraient été perçues avec suspicion par les autorités et la société en général. L'idée de créer de l'or à partir de métaux de base représentait une menace économique directe, notamment pour la stabilité monétaire du royaume. En outre, l'alchimie était souvent associée à des charlatans et des imposteurs, ce qui aurait encore terni l'image de Newton s'il avait été découvert en train de pratiquer cet art. Pour comprendre pourquoi Newton, l'un des plus grands esprits de la science moderne, s'est autant investi dans l'alchimie et l'occulte, il faut se rappeler que la séparation nette entre science et mysticisme n'existait pas encore au XVIIe siècle. Newton ne voyait pas une grande différence entre essayer de comprendre les forces invisibles de la gravitation et tenter de déchiffrer les secrets de la transmutation des métaux ou des prophéties bibliques. Sa quête pour comprendre l'univers englobait tout ce qui pouvait être caché ou invisible aux yeux des autres. Il est fascinant de constater que dès son plus jeune âge, Newton semblait déjà avoir un intérêt pour les recettes mystérieuses et les potions, comme en témoigne ce cahier d'enfance où il proposait une mixture censée être un remède contre les maux. Cela montre que son esprit curieux et inventif s'est toujours intéressé aux mécanismes cachés du monde, que ce soit par la science ou la magie. Formidable plongée dans l'esprit complexe et fascinant d'Isaac Newton, cet homme à la croisée de la science et du mysticisme, capable d'osciller entre la rigueur mathématique et la recherche de secrets ésotériques. Il incarne cette tension entre l'esprit rationnel et l'irrationnel, entre la recherche de vérités universelles et l'exploration des mystères cachés de la nature et des textes sacrés. Cette vision d'un Newton enfant, déjà entouré de potions, d'alambics et de livres mélangeant science et magie, illustre bien cette dualité qui l'a accompagné toute sa vie. Il est aussi fascinant de le voir s'intéresser à des questions aussi farfelues que la taille de l'enfer ou l'inexistence, et de l'intelligence sociale, deux qualités dont Isaac semble être singulièrement dépourvu. Newton profita d'ailleurs parfois de la position de pouvoir que lui conférait son poste pour dénigrer ou minimiser la contribution de certains collègues avec qui il avait eu des altercations, souvent véhémentes, par correspondance interposée, tout en restant dans les codes de courtoisie de l'époque. Un exemple marquant de ces comportements est la disparition mystérieuse du portrait de Robert Hooke, un autre grand scientifique de son temps avec qui Newton eut de profonds désaccords. Ce portrait a disparu des fonds de la Royal Society peu après que Newton en a pris la tête, si bien que personne aujourd'hui ne sait réellement à quoi ressemblait Hooke, un scientifique brillant qui eut le malheur de croiser la route de Newton, le géant susceptible. Lorsque Newton meurt en 1727 à l'âge de 84 ans, l'Angleterre l'enterre comme un héros national. Des funérailles somptueuses sont organisées, et son cercueil, après avoir été exposé dans l'abbaye de Westminster, est inhumé dans la nef, aux côtés des rois d'Angleterre. Pendant plus de 2 siècles, des livres sont écrits sur sa vie et ses théories, des monuments sont érigés en son honneur, et des artistes tentent de représenter son génie. Le peintre William Blake, par exemple, a immortalisé Newton en le peignant nu, dessinant des formes géométriques comme touchées par une grâce divine. Cependant, derrière la lumière de Newton se cache une part d'ombre immense. Si le mythe du pur esprit rationnel perdure, un autre aspect de la vie de Newton est resté dissimulé. En 1936, soit près de 200 ans après la mort du grand scientifique, l'économiste britannique John Maynard Keynes, père du keynésianisme, acquiert aux enchères une malle ayant appartenu à Newton. À l'intérieur de cette malle se trouvent d'innombrables manuscrits et documents inédits, non publiés de son vivant. Se plonger dans ces archives revient à pénétrer dans l'esprit intime de Newton. On découvre que, loin d'être exclusivement consacré à ses recherches en mathématiques, en mécanique céleste ou en optique, Newton fut tout autant passionné par des domaines ésotériques comme l'alchimie et la théologie. Ses milliers de notes personnelles révèlent qu'il consacra une grande partie de sa vie à tenter de déchiffrer des codes secrets qu'il croyait dissimulés dans les récits bibliques. Newton passait en effet d'innombrables heures à chercher des indices dans les textes sacrés, convaincu que des vérités cachées s'y trouvaient. Il se livrait aussi, en secret, à des expériences alchimiques dans son laboratoire.
cherchant à fabriquer des substances comme l'élixir de jouvence ou à découvrir la fameuse pierre philosophale, censée transformer les métaux en or et offrir l'immortalité. L'alchimie et la théologie ont probablement été perdues. Les manuscrits numérisés par le Newton Project ne représentent qu'une fraction de ce que Newton a réellement produit tout au long de sa vie. Dans ses écrits, on découvre un Newton profondément mystique, obsédé par des quêtes spirituelles et ésotériques qui semblent en totale contradiction avec l'image du scientifique rationnel et rigoureux que l'on connaît. Par exemple, l'apprentissage de l'hébreu pour étudier les textes bibliques dans leur forme originale montre à quel point il croyait que la science et la religion étaient intimement liées. Il passait des heures à analyser les dimensions du temple de Salomon, persuadé qu'il y trouverait des indices mathématiques pour calculer des événements cosmiques d'importance capitale, comme la date du retour du Christ ou même celle de la fin du monde. Quant à cette dernière, Newton avait prédit qu'elle surviendrait en 2060, une estimation qui continue d'intriguer certains chercheurs aujourd'hui. Son essai alchimique intitulé Praxis témoigne également de son engagement dans cette discipline, mêlant des termes cryptiques et des instructions étranges pour fabriquer la pierre philosophale. Il y explique des processus alchimiques tels que la fermentation du mercure philosophique, la médiation des colombes de Diane et la nécessité de mijoter des mélanges sous le clair de lune. Des théories alchimiques qui, bien qu'absurdes à nos yeux modernes, étaient à l'époque prises très au sérieux par certains esprits éclairés. La découverte dans les années 1970 de concentrations élevées de mercure dans une mèche de cheveux de Newton a apporté des preuves supplémentaires de ses activités d'alchimiste. On sait aujourd'hui que le mercure, un élément central dans l'alchimie, est extrêmement toxique, et il est possible que ces expérimentations aient contribué à la crise nerveuse qu'il traversa en 1693. Cette crise, marquée par des hallucinations, des moments de prostration et une paranoïa exacerbée, a été interprétée par certains biographes comme étant le résultat d'un empoisonnement progressif au mercure ou au plomb, substance que Newton manipulait fréquemment dans son laboratoire. Il est aussi fascinant de le voir s'intéresser à des questions aussi farfelues que la taille de l'enfer ou l'inexistence de la vie sur la Lune, tout en étant à l'origine de théories qui ont radicalement transformé notre compréhension de l'univers. La métaphore que tu emploies pour décrire Newton comme un enfant jouant sur le rivage est particulièrement poignante, rappelant à quel point, malgré ses immenses découvertes, il se sentait toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, d'inexploré, d'inaccessible. Ce sentiment d'humilité face à l'immensité de l'inconnu, mêlé à la quête presque obsessionnelle de vérité, est au cœur de l'héritage de Newton. Et quelle ironie que lui, qui cherchait à percer les mystères cachés dans les textes religieux et les lois de la nature, n'ait pas réussi à prédire la venue d'un certain Einstein, qui, quelques siècles plus tard, viendrait à son tour repousser les frontières de la compréhension humaine avec la relativité générale. Cela permet de bien saisir à quel point Newton était un personnage complexe, visionnaire et profondément humain, tiraillé entre les découvertes scientifiques qui ont fait sa gloire et ses autres obsessions moins connues, voire occultes. Un savant et un magicien, dont la soif de savoir ne s'est jamais tarie. Abonnez-vous pour plus de vidéos.